Bonsoir tout le monde. Cette histoire que je vais vous raconter va mettre en scène deux personnages principaux. Le protagoniste, joué par moi-même, et sa fille, jouée par Mademoiselle Macripsta. Beaucoup de gens connaissent le Rake, mais je pense que peu de gens ont entendu parler des horreurs qu'il est capable de faire. Ce sera chose faite avec cette histoire. Ensuite, j'ai le plaisir d'annoncer que la vidéo est entièrement sponsorisée par le jeu Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends est un jeu vidéo free-to-play, totalement gratuit donc, qui vous plongera dans un univers fantasy et médiéval, vous proposant pas moins de 500 champions de 16 factions différentes. Le but étant de combattre dans le royaume de Teleria, des hordes de créatures avec vos propres champions. Personnellement, ce qui me plaît vraiment dans ce jeu avant tout, c'est la variété des champions disponibles. Vous pouvez très bien composer une équipe de morts-vivants, d'orques ou encore d'humains. Personnellement, j'ai en ce moment un petit faible pour les orques, qui sont assez difficiles à faire tomber et peuvent se révéler être de bons compagnons d'armes. C'est à vous de voir selon la façon dont vous jouez. Autre chose encore, je trouve le jeu très addictif. Il suffit de quelques minutes sur le jeu pour comprendre directement les bases et lancer plusieurs combats d'affilée sans voir les heures passer. Le jeu est régulièrement mis à jour. D'ailleurs, celle de novembre va inclure de tout nouveaux champions au design plutôt classe et qui m'ont l'air d'être de super atouts pour nos équipes. Et enfin, il y aura une petite surprise pour celles et ceux qui aiment mon contenu. En téléchargeant le jeu via mon commentaire épinglé, vous aurez donc la chance d'avoir une réduction de 5 € sur ma boutique. Pour cela, rien de plus simple. Vous avez juste à jouer, passer le niveau 10 et récupérer le bon de réduction. En revanche, le code n'est disponible que 30 jours et sont limités. Alors, à vos téléphones. De plus, si vous êtes nouveau joueur, vous recevrez 100 000 pièces d'argent, plus un champion gratuit, 10 sortilèges. Vous trouverez les récompenses en cliquant juste ici. Voilà, l'annonce étant à présent terminée, il est temps pour moi de vous conter l'histoire que vous attendez tous. Merci à vous d'avoir écouté, et merci aussi à Raid Shadow Legends pour cette opportunité. Bon visionnage à toutes et à tous. Mon père m'a raconté une histoire que je n'oublierai jamais pour plusieurs raisons. Je crois que c'est la première histoire qu'il m'ait racontée quand j'étais petite. Et c'est aussi l'histoire qui explique comment mon grand-père est mort. Mais ce n'est même pas pour ça que je ne l'oublierai jamais. On entend des histoires à la télé, et même parfois sans le faire exprès dans des espaces publics. Les gens parlent de fantômes et d'extraterrestres, et on se dit que ce n'est pas vrai, qu'ils ont tout inventé, ou qu'ils sont juste fous. Car c'est trop difficile à croire. Du moins, jusqu'à ce que ça nous arrive à nous. Quelque chose de si marquant qu'on ne peut pas le nier. Et quand c'est le cas et qu'on l'accepte, c'est comme si au passage on ouvrait la porte d'un monde totalement inconnu, et bien plus grand qu'on ne le pensait. Comme je l'ai dit, ceci est une histoire que mon père m'a racontée, mais à laquelle je n'ai jamais cru. Même s'il n'arrêtait pas de dire qu'elle était vraie. Ce n'est qu'après avoir fait des recherches sur internet que je me suis mise à y croire. J'ai commencé à lire des histoires similaires à celles de mon père, et ça ne m'a pas pris longtemps avant de commencer à croire au Rake. Bien sûr, ce n'est pas comme ça que mon père l'appelait. Il n'a jamais utilisé internet de sa vie, et donc, il ne peut pas savoir comment la civilisation connectée a décidé de l'appeler. Lui, il l'appelle le Skinwalker, et c'est le nom que mon grand-père qui était Navarro donnait à cette chose. Voici ce qu'il m'a dit à propos de tout cela. Ce soir-là, on était parti chasser des coyotes. On les tuait et on revendait leur peau à 50 $. On louait dans une ferme laitière dans l'Ohio. Et parfois, il nous arrivait de tuer des veaux, car on avait vraiment besoin d'argent. Et d'autres fois, on était chanceux et on arrivait à attraper des cerfs. Ça ne dérangeait pas notre propriétaire, Nelson, car il avait de la compassion pour nous et savait que ça nous permettait de nourrir notre famille pendant plusieurs jours et d'économiser de l'argent. Enfin bref, on venait de finir notre ronde et on s'apprêtait à rentrer à la maison. Comme on n'avait pas de voiture ou de 4x4 à l'époque, on marchait à travers les bois. Et c'est comme ça que l'on est tombé sur quelque chose de terrifiant. Il y avait du sang partout, des éclaboussures sur les arbres, sur l'herbe, et il y en avait même qui flottaient dans le ruisseau. Au début, on s'est dit que c'était arrivé à cause d'une meute de coyotes. C'était quelque chose auquel on avait déjà été témoin. Les coyotes chassaient souvent en meute et tuaient des cerfs et des veaux. Mais quelque chose nous a fait remarquer que ça ne pouvait pas être ce à quoi on pensait. Tu vois, quand une meute de chiens, de loups
ou deux coyotes attaquent, ils le font correctement. Ils repèrent l'animal le plus faible du groupe, ou le plus malade, ou encore le plus vieux. Puis ils le chassent, le bloquent dans un coin, dans un endroit duquel il ne peut s'échapper. Et là, l'alpha de la meute se jette sur l'animal et lui arrache la gorge. L'animal tombe et meurt en quelques secondes. C'est rapide et propre. Tout le contraire de ce qu'on avait sous les yeux. La chose qui avait fait ça, c'était attaquer à une tanière de cerf. Les coyotes ne font pas ça, et les loups non plus, car c'est trop risqué pour eux. Mais là, il y avait 3 cadavres. Apparemment, il s'agissait bien de cerfs. Ils avaient été complètement déchiquetés. Il y avait des têtes de cerfs par-ci par-là, des pattes éparpillées et des torses à différents endroits. Ce n'est pas le mode opératoire des prédateurs. Ils ne laissent pas des bouts de leur gibier éparpillés un peu partout. La chose qui avait attaqué ces cerfs ne l'avait pas fait pour manger, mais juste pour s'amuser. Mais vu qu'on était sûr de rien, mon père a pensé qu'on avait affaire à une meute de chiens sauvages, et il m'a dit qu'il devait s'en occuper. Il m'a demandé de rentrer à la maison, mais je ne voulais pas partir sans lui. En plus, ça me rassurait pas de devoir marcher 4 km à travers les bois, tout seul, avec rien dans la poche, si ce n'est qu'un calibre 22 et un couteau suisse. Je n'avais que 13 ans, alors cette arme à feu était la seule que j'avais le droit d'utiliser à cette époque. Mon père, lui, avait un fusil, mais bien sûr, il ne pouvait pas s'en séparer. J'ai mis du temps à le convaincre, mais il a finalement accepté à ce que je vienne chasser avec lui ce qu'il pensait être des chiens sauvages. C'était pas difficile de les pister, on avait juste à suivre le sang. Soit ces choses s'étaient roulées dans le sang de leurs victimes, soit ils avaient traîné un cadavre derrière eux. Je ne savais pas exactement, mais une chose était sûre, je n'avais jamais vu mon père aussi effrayé avant cette nuit-là. On a commencé à entendre des bruits. J'ai été dans beaucoup de forêts dans ma vie, et dans celles de beaucoup de pays différents. Mais ces bruits-là n'avaient rien de familier. Ils ressemblaient à des sortes de cris. Des cris de cerfs, de renards, de lièvres, et ceux de ratons laveurs effrayés. Il ne faut pas oublier qu'il était passé minuit, et qu'à cette heure-là, à part quelques oiseaux nocturnes, la forêt était censée être calme. Les animaux n'étaient pas juste éveillés, c'est comme s'ils essayaient de fuir quelque chose. On a même vu une meute de coyotes, et on a failli leur tirer dessus, jusqu'à ce qu'on remarque qu'ils couraient vers nous, non pas pour nous attaquer, mais simplement parce qu'ils s'enfuyaient dans notre direction. Et ensuite, d'autres animaux ont suivi. Ces animaux qui normalement ne cohabitaient pas semblaient avoir le même objectif. À ce moment-là, mon père et moi, on aurait dû se douter que cette créature n'était pas quelque chose que l'on pouvait tuer. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas simplement fait demi-tour, mais j'imagine qu'on était trop curieux. Mon père n'était pas du genre à fuir devant le danger. Et moi, je savais que l'endroit le plus sûr pour moi était à ses côtés. On est tombé sur une vallée qui, normalement, était un champ de soja. Mais vu que ce n'était pas la saison, il n'y avait que de la terre. C'est là qu'on a remarqué les traces. Beaucoup des animaux qui avaient fui dans la forêt étaient passés par là. Mais à l'endroit où la traînée de sang était, il n'y avait qu'une seule trace, comme si ça avait été évité par tous les autres animaux, sauf le prédateur lui-même. Les empreintes de la chose n'étaient pas profondes. Peu importe ce que c'était, ça n'avait pas l'air de peser plus de 50 kilos, mais ça ne nous renseignait pas plus. Surtout qu'un lynx, qui ne pesait pas plus de 20 kilos, avait déjà failli m'arracher la gorge une fois. Ça pouvait aussi vouloir dire que le prédateur était si rapide que ses empreintes n'avaient pas le temps de s'enfoncer dans le sol. On a continué à le pister, et ça nous a pas pris beaucoup de temps pour deviner l'endroit où la chose se terrait. Il y avait une vieille école abandonnée qui surplombait la colline. La moitié du bâtiment avait été ravagée par une tornade, et personne ne s'y était aventuré depuis bien longtemps. À part bien sûr quelques sans-abri, ou des junkies qui cherchaient un endroit où s'abriter. On a même pensé un instant qu'il pouvait s'agir d'une de ces personnes qui étaient à l'origine de ce massacre. Mais notre idée que ça puisse être l'un d'eux n'est pas restée bien longtemps. On était à environ 50 mètres de l'école lorsque l'on a entendu un bruit. Une sorte de hurlement. On aurait dit qu'il était composé de 2 sons différents, un très aigu et un très grave en même temps. C'était vraiment perturbant. Ça ne nous a pas arrêtés pour autant, et on a continué d'avancer. Et une fois arrivé à 20 mètres de la bâtisse, on a entendu un nouveau bruit. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais pensé que le son ressemblait à celui de papier que l'on déchirait, alors qu'en même temps, de l'eau était secouée dans un seau, encore et encore. Mon père s'était alors agenouillé,
et m'avait dit que je devais rester derrière lui. Car vu qu'on allait surprendre l'animal, il allait sûrement prendre peur, et qu'il allait sûrement essayer de nous attaquer. Il m'a dit de faire attention, car l'animal auquel il pensait qu'on avait affaire était sans doute enragé. Pour lui, le plan, c'était de surprendre la bête, lui tirer dessus jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus, avant de lui trancher la gorge. Et s'il n'y arrivait pas tout seul, il comptait sur moi pour l'aider. Alors il est passé devant, et je suis resté derrière lui, un peu en décalé, pour voir ce qui se passait. Mais en y repensant, j'aurais aimé ne jamais voir ce que j'ai vu ce soir-là. La chose était penchée au-dessus d'une carcasse, de laquelle elle arrachait de gros morceaux de chair. Il y avait du sang absolument partout, sur les briques, qui brillaient grâce aux faibles rayons lunaires. La chose qu'on avait devant nous avait presque une forme humaine. Ses bras et ses jambes étaient semblables aux nôtres, mais elle était assise comme un singe. Ses mains n'étaient pas normales. Ses doigts étaient longs, et il possédait des griffes acérées. Alors bien sûr, quand mon père a vu ça, il a hésité. Il ne voulait pas tirer sur une personne. Il voulait être certain qu'il s'agissait bien d'un animal. Il s'est alors raclé la gorge pour attirer l'attention de la chose. Et au même moment, tous les bruits autour de nous se sont arrêtés. Je crois qu'avant ça, je n'avais jamais réellement entendu un tel silence. Pendant l'espace de 2 secondes, il n'y avait vraiment pas le moindre bruit. Ce qui a rendu le cri que la créature a poussé ensuite d'autant plus surprenant. Elle s'est ensuite précipitée sur mon père. Mon père a tiré, et je ne sais pas s'il l'a manqué, ou si la créature a bien été touchée, mais n'a rien ressenti. Car la seconde d'après, elle était au-dessus de lui. Elle lui a arraché plusieurs morceaux de chair en le griffant. J'ai commencé à lui tirer dessus avec mon calibre 22, à bout portant, mais ça l'a à peine affecté. Et lorsque je n'ai plus eu de balles, j'ai commencé à le frapper avec la crosse de mon arme. Mais évidemment, ça ne lui a rien fait. C'était comme si elle ne remarquait pas que j'étais là. La bête a continué à donner des coups de griffe à mon père, lui déchirant de plus en plus la peau. Elle s'est ensuite attaquée à son torse, avant de lui déchiqueter la gorge, lui arracher le nez et les yeux. La créature lui a même retiré la peau du crâne. J'ai regardé, horrifié, alors qu'il lui arrachait la mâchoire, ce qui a révélé les veines de son cou. Je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est passé ensuite. Tout ce que je sais, c'est que le couteau de mon père a fini enfoncé dans l'épaule de cette chose, et que j'ai porté mon père sur mon dos, avant de me mettre à courir. Et j'ai couru plus vite que je n'avais jamais couru avant ça. La chose me suivait alors que j'étais de retour dans les bois. J'essayais de garder en tête que je n'étais plus très loin de la ferme de notre propriétaire. Je pouvais entendre cette chose derrière moi, crier et grogner, et les branches se brisaient sur son passage. La créature faisait tellement de bruit que je n'osais même pas me retourner pour voir où elle se trouvait. J'ai fini par trébucher sur du gravier, et lorsque j'ai relevé la tête, j'étais devant le propriétaire de la ferme et un groupe de ses amis qui étaient en train de boire autour d'un feu de camp. J'ai crié, j'ai pleuré, et ils ont immédiatement couru en ma direction. Je les ai suppliés d'appeler une ambulance, mais au même moment, Nelson m'a posé une question que je n'oublierai jamais. Il m'a demandé ce qui se trouvait sur mon dos, et pendant qu'il posait la question, il a dû remarquer que c'était une des chemises en flanelle que mon père portait tout le temps. C'était tout ce qu'il restait de lui. Ça, et un petit bout de sa tête et de son torse. Un autre cri a retenti, et Nelson m'a attrapé par le bras et m'a fait lâcher ce qui restait de mon père sur le sol. Je me suis débattu, j'ai crié, car pour moi, on pouvait encore le sauver, même si au fond de moi, je savais qu'il était mort, avant même que je ne le mette sur mon dos. Il a littéralement dû me jeter à l'intérieur de la maison et refermer la porte derrière nous. Après ça, ses amis et lui sont allés fermer toutes les portes et ont sorti leurs fusils. Nelson m'a demandé frénétiquement ce qui s'était passé, et je ne savais pas quoi lui répondre. Ce que j'ai réussi à lui dire a suffi pour qu'il comprenne que ce qui était à l'extérieur n'était vraiment pas normal. Un de ses amis a fini par appeler la police, qui ont indiqué qu'il ne pouvait pas être là avant 15 minutes. En regardant à l'extérieur, on a vu la monstruosité marcher à côté du feu de camp. Tout le monde était horrifié. Et tout à coup, on a vu quelque chose passer rapidement devant la fenêtre. Nelson et ses amis l'ont tous pris en joue, avant de remarquer qu'il ne s'agissait que du chien de la maison. Ou du moins, ce qu'il en restait, car il y avait juste son torse. Il n'avait plus de tête, ni de pattes. On s'est mis à pousser les meubles devant les portes et les fenêtres,
Des bruits métalliques ont commencé à se faire entendre depuis le garage, et on s'est dépêché de pousser le canapé et la télé devant la porte qui y menait. La chose s'est mise à se jeter contre la porte pendant plusieurs longues minutes, avant de s'arrêter complètement, mais on l'entendait quand même marcher dans tout le garage. Tout le monde se tenait prêt avec les fusils. Et puis les bruits se sont arrêtés. Et quelques minutes après, on a entendu comme si du bois avait explosé. Et puis, un cri a glacé le sang a retenti. La créature était dans la maison. On a tous couru pour bloquer la porte qui donnait sur les escaliers. Et on est arrivé juste à temps. En fermant la porte, la main de la créature est restée coincée. Et un des amis de Nelson a tiré dessus plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle s'arrache et tombe sur le sol. Ça a encore plus énervé la bête. Elle a commencé à pousser de plus en plus fort la porte, tout en donnant des coups de patte. On était plusieurs à pousser de toutes nos forces, et on savait que la porte n'allait pas tarder à céder, et c'est précisément ce qui s'est passé. Le haut de la porte a été complètement défoncé, et tout le monde s'est mis à tirer. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça, car le son des tirs m'avait vraiment fait mal aux oreilles. Tout ce que je sais, c'est que la police est arrivée, et que j'ai été amené à l'hôpital. J'y suis resté un bon moment, et beaucoup de gens sont venus me poser des questions. Quand j'ai enfin pu rentrer à la maison, Nelson m'a proposé de travailler pour lui à la ferme. On n'a pas vraiment parlé de ce qui s'était passé cette nuit-là. Mais à mes 19 ans, je me suis engagé dans l'armée. Et juste avant de partir, je me suis servi un verre de whisky et je me suis mis assis avec Nelson pour discuter. Je lui ai directement demandé ce que la police lui avait dit. Et pour eux, il s'agissait d'une attaque d'un animal sauvage, très probablement un loup, ou peut-être un ours, qui était en train de migrer vers le nord. Je lui ai demandé comment il pouvait dire de telles absurdités, surtout après avoir vu la main de la chose. Et il m'a regardé, étonné. Il m'a dit que la main n'était jamais arrivée jusqu'au commissariat, car l'officier qui l'avait dans sa voiture avait fait un accident et était mort sur le coup. La main n'avait jamais été retrouvée, et les policiers qui avaient vu la main disaient qu'il s'agissait sûrement d'une patte d'ours qui ressemblait à celle d'un être humain. Je n'ai plus jamais reparlé à Nelson après ça. Il a disparu pendant que j'étais encore en formation. La police n'a jamais retrouvé son corps. D'après eux, il devait de l'argent à des gens, et ils pensaient qu'il s'était simplement enfui. Mais pour moi, tout ça me semblait vraiment bizarre. Je ne suis jamais retourné dans ces bois, et je n'y retournerai pas, même si j'avais toute une armée à mes côtés. Mais cette dernière phrase était un mensonge. Quand ma mère est morte, je pense que mon père s'est dit qu'il n'avait plus rien à perdre, et que le désir de vengeance a pris le dessus. Il est parti dans les bois dont il m'avait parlé, et il n'est jamais revenu. Le FBI a été contacté, et ils ont mené leur petite enquête. Mais ils n'avaient pas réellement l'air de faire leur travail correctement. J'ai réussi à finir par mettre la main sur un des officiers chargés de l'enquête, et à l'inviter à boire un verre. Et ce qu'il m'a dit m'a totalement terrifiée. D'après lui, chaque année, il recevait des appels pour des disparitions similaires, et que les gens qui disparaissaient n'étaient jamais retrouvés. Avant de se lever pour partir, il a écrit sur la serviette en papier qui était posée sur la table, le reiki. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire à ce moment-là, et j'ai cherché sur Internet. Et si vous voulez mon avis, certaines choses sont tellement dangereuses qu'il ne vaut mieux pas essayer d'en savoir plus.